table ronde autour de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. La feuille de route de la France est-elle à la hauteur? Éclairage des experts. Comme pour les tables rondes précédentes, donc on va fonctionner avec QR code pour pouvoir poser vos questions. Donc voilà, le code Wi-Fi vous est donné ici. Si vous n'arrivez pas à scanner le QR code, vous pouvez aussi vous connecter sur le site de WooClap et vous avez le petit mot de passe, enfin le code qui est affiché ici. Et donc, je vais laisser la parole à Lorraine Lavocat, journaliste pour Reporter, qui va animer cette table ronde. Ah mais c'est bon, c'est incroyable, on a plein de micros. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu manger quand même avant cette conférence. Donc on est ensemble pour 1h30 pour discuter de la SNBC, mais pas que, plus généralement de qu'est-ce que c'est que le travail de prospective, de faire des scénarios. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un objectif de lutte contre le changement climatique, voilà, l'objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Et donc, pour faire tout ça, pour arriver à savoir comment est-ce qu'on y arrive, il y a plein de travaux de prospective qui se font de la part d'experts, notamment comme le Shift Project, comme au niveau de RTE aussi, de Négawatt, mais donc aussi au niveau gouvernemental, il y a eu un travail de planification qui a été mené, donc qui s'appelle la Stratégie nationale bas carbone, SNBC. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissaient pas du tout ce sigle avant de venir ce midi ? Quand même, quelques-uns, ok. Bon, il y en a qui étaient pas mal au fait, mais bon, on va reprendre un petit peu tout ça, c'est l'objectif. Donc, on va discuter. Je vais pas le faire parce que je connais pas si bien ce sujet-là. On a des personnes qui le connaissent très très bien. Donc, avec nous pour en parler, Jean-Philippe Bonnet, bonjour. Donc, qui est que je me trompe pas dans mes petites notes, à RTE, donc réseau et transport d'électricité, et qui est donc directeur adjoint du pôle stratégie prospective. Nous avons avec nous aussi Pauline Denis, bonjour, donc du Shift Project, qui est en charge de tout le travail de prospective et qui nous parlera de comment est-ce que ça se construit des scénarios pour justement réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons avec nous aussi Thierry Salomon, bonjour, de Négawatt, l'association ou l'institut ? L'association Négawatt, donc porte-parole de Négawatt, qui nous présentera aussi les scénarios sur lesquels vous avez pu travailler depuis 2003. Et enfin, Antoine Payon, bonjour, qui est donc l'ancien secrétaire général à la planification écologique auprès du Premier ministre et qui est maintenant directeur de l'IDEX. Alors, on va tout de suite commencer avec Pauline, qui va donc nous expliquer un petit peu justement comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on fait de la prospective, comment est-ce qu'on arrive à faire un scénario, comment est-ce qu'on sait, d'ici 2050, ce serait bien de rester sous les 1 degré de réchauffement, concrètement. Ça se construit comment tout ça, et donc je laisse la parole à Pauline pour 5 minutes. Alors j'ai un super sablier très visuel, n'est-ce pas, qui fait 5 minutes, donc je le retourne pour avoir ça en tête. Voilà, à toi Pauline. Merci Lorraine, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui on est là pour parler de la stratégie nationale bas carbone, donc la SNBC, qui est la feuille de route nationale de décarbonation. Et avant que Antoine Payon la détaille, je vais me permettre de vous parler un peu de ce que c'est la prospective énergie-climat. Alors faire de la prospective, c'est énergie-climat, c'est élaborer des scénarios. Et des scénarios, qu'est-ce que c'est ? C'est des histoires, des narratifs dans lesquels la France vise la neutralité carbone en 2050. Donc, vous le savez, la France a signé, ratifié les accords de Paris. Elle a introduit dans sa réglementation nationale l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et la neutralité carbone, c'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre sont au moins compensées par des absorptions de ces gaz à effet de serre, soit par des puits naturels, soit de manière technologique. Donc c'est cet objectif qu'on se vise, qu'on fixe dans nos scénarios. Ces scénarios, pour les construire, ils s'appuient sur des modélisations, et ces modélisations, elles se veulent cohérentes d'un point de vue technique et d'un point de vue biophysique. D'un point de vue technique, pourquoi ? Parce que les technologies et les infrastructures qui utilisent ces technologies, quand on les mobilise dans nos scénarios, on s'assure qu'elles seront matures, suffisamment matures à l'instant où on les mobilise. Et cohérentes d'un point de vue biophysique, puisque grâce à ces modélisations, on réalise tout un tas de vérifications de cohérence quant aux énergies qu'on mobilise, aux matières, aux ressources, aux énergies qu'on produit et qu'on consomme.
Voilà pour la prospective énergie-climat. Au Shift, mais je pense que ce sera partagé par Negawatt, par RTE et par tout ce qu'on appelle les prospectivistes, donc les gens qui font de la prospective. On pense que la prospective énergie-climat, c'est un outil essentiel pour éclairer le débat public autour de la transition énergétique, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on essaye de faire des publications et des travaux qui soient clairs et transparents, clairs sur les hypothèses qu'on prend, sur les conséquences, même sur les enjeux et les risques de nos scénarios. La deuxième raison, c'est qu'on est plein à le faire. Voilà, donc là, on est 4 autour de la table, mais il y a plein d'instances qui font des scénarios de prospective. Et ça permet un débat qui est pluraliste. Et puis la troisième raison, c'est que grâce à la prospective, les décideurs économiques et politiques, nous on pense qu'ils peuvent s'appuyer sur nos scénarios, sur leurs hypothèses, et essayer d'évaluer à une hypothèse donnée les conséquences sur les modes de vie, sur les modes de production, sur notre société. Voilà. Et alors, juste avant de finir, quitte à être clair et transparent, autant l'être dès maintenant. La prospective énergie-climat, ça a aussi pas mal de limites. La première, c'est qu'on fait des scénarios, on ne fait pas des prédictions. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on dit que ce qu'on imagine comme trajectoire, c'est ce qui va se passer. Deuxièmement, on donne quelques trajectoires, on imagine des futurs possibles, mais on n'imagine absolument pas tous les futurs possibles. Ça, c'est une deuxième limite. La troisième que je verrai, c'est que on mobilise et on évalue les impacts de nos scénarios sur certains sujets, mais il y en a beaucoup qu'on n'arrive pas à prendre en compte. Je pense à l'impact sur les sols, à la biodiversité. Voilà, il y a plein d'enjeux qu'on ne prend pas en compte et qui pourtant sont complètement cruciaux pour la transition énergétique. Et enfin, une dernière limite, c'est plutôt l'analyse de la robustesse de ce qu'on dit et de nos scénarios, c'est-à-dire un événement du type crise ou un retard sur une technologie dans la transition énergétique, ça a des gros impacts sur ce qu'on modélise, et aujourd'hui on ne le fait pas énormément. C'est d'ailleurs un des chantiers qu'on veut lancer au Shift, essayer de comprendre quelle est la robustesse de nos scénarios à des événements de type crise géopolitique, crise en matériaux, retard sur la transition énergétique. Voilà pour la prospective. Excellent, très bien, merci. On s'est trompé dans les slides parce qu'effectivement, en fait, tu auras besoin des slides plus tard. Bref, du coup, je vais passer rapidement cette partie-là pour en venir. On va passer la parole à Antoine Peillon parce que bon, c'est un petit peu le point de départ de cette table ronde, de se poser la question donc en quoi la SNBC est une feuille de route à la hauteur. Et donc vous, Antoine Peillon, quand vous étiez donc au secrétariat général à la planification écologique, vous avez instruit les grands arbitrages qui ont mené à l'élaboration de cette SNBC. Et donc peut-être première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, en fait, comment ça s'est passé pour élaborer on imagine donc c'est un scénario aussi, une feuille de route plutôt avec des enjeux politiques. Comment est-ce que vous avez fait pour arriver à élaborer cette SNBC ? Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je vais faire ça en 2 minutes, puisque du coup, pour être concis, c'est ça, ce grand débat. Donc, alors peut-être pour rebondir directement sur ce qu'a dit Pauline, dès le début, on est parti sur une vision holistique du sujet, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas uniquement les gaz à effet de serre, on regarde dans la logique de planification écologique les autres enjeux environnementaux, biodiversité, gestion des ressources naturelles, adaptation au changement climatique, et aussi bien sûr les enjeux de santé qui sont liés à l'environnement. Et puis on regarde dès le début aussi tous les enjeux d'emploi, de compétences, de formation, les enjeux d'investissement, les enjeux de financement, les enjeux aussi de filière économique. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à mettre en cohérence. Alors quand je dis « on », c'est qui ? Donc moi j'étais au secrétariat général à la planification écologique, petite équipe auprès du Premier ministre, enfin, des premiers ministres successifs, ça c'est la partie que je ne commande pas aujourd'hui, et pour pouvoir non pas aller créer ces planifications, parce qu'il y a plein d'administrations qui les travaillent, mais s'intéresser à la mise en cohérence de tout cela, de façon à ce qu'on ait au final un plan d'action qui soit cohérent sur ces différents plans. Et quelque part, la stratégie nationale bas carbone, c'est une coupe transversale de ce grand plan global sur l'aspect gaz à effet de serre en particulier, pour regarder ce que ça veut dire, la transcription opérationnelle sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut bien avoir en tête que c'est du coup un plan plus global avec ces autres dimensions-là. Et c'est un plan plus global qui a été conçu donc sur la base de tous les travaux des prospectivistes, des administrations, des fédérations, etc., tout en s'assurant à ce qu'il y ait une cohérence.
en s'assurant aussi qu'il y avait un niveau de réalisme, que c'est très facile, et on l'a beaucoup vu dans toutes les lois précédentes et les débats précédents, d'aller déclarer des grands objectifs de baisse dans plusieurs années, sans trop se préoccuper forcément de la façon dont on va du point A au point B. Et donc la particularité de ces travaux, ça a été de se dire, non pas seulement où je serai en 2030, en 2040, en 2050, mais comment je fais année après année, donc un travail d'annualisation, pour passer par l'étape 2025-2026 jusqu'à 2030 et être très concret sur ce que cela veut dire. Et ça, je pense, cette annualisation, elle est vraiment très importante. Alors par ailleurs, elle ne se traduit pas d'ailleurs dans les documents toujours formels. Typiquement, la SNBC ne fait pas forcément le détail de ces années-là, mais elle est adossée sur un travail de coordination qui fait un travail vraiment année après année, et je pense que ça, c'est important. Ce travail de planification, on l'a fait il y a eu un gros travail du coup, qui a été fait à l'horizon 2030. C'est notre premier jalon, la baisse de 55% de nos émissions nettes à l'horizon 2030, qui est l'engagement européen. Et après, elle se poursuit aussi, parce que bien sûr, il y a des actions à faire maintenant pour 2030, et puis il y a des questions qui vont préparer l'après 2030, la façon dont on va aller jusqu'à la neutralité carbone. Pour aussi rebondir sur ce qu'a dit Pauline, il y a un sujet de quoi on parle et de quel scénario on parle. C'est-à-dire que le travail qui a été fait, c'est pas de se dire, parce que le monde est incertain, plein de choses peuvent arriver à devenir, et donc ça peut bouleverser les équilibres. On a eu une logique, on s'est évertué de dire, essayons de raisonner en scénario central, et donc du coup ça veut dire aussi, dotons-nous de mécanismes au niveau des pouvoirs publics pour pouvoir évaluer régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans, est-ce que finalement on délivre ce qui est prévu dans ce scénario central-là et de prévoir des mécanismes de correction, de plan d'action, de façon à, s'il y a des écarts, être capable de le réinterroger pour pouvoir recorriger et revenir sur la trajectoire. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ça nous a conduit aussi à avoir une réflexion sur robustesse versus performance du résultat. C'est-à-dire que mon sujet, c'est pas simplement de m'assurer que dans un scénario donné, je vais atteindre la baisse de 55% et plus tous les autres paramètres. C'est de s'assurer que quand on secoue le système et donc du coup qu'on a des chocs divers et variés, la trajectoire que l'on pose, elle est suffisamment résiliente aussi et elle va être relativement robuste pour pouvoir arriver à quand même délivrer. Voilà. Et donc ça peut nous conduire, ce choix de résilience d'ailleurs, à faire des arbitrages un peu différents. Donc ça c'est le cadre général. Peut-être dernier élément de cadre général, c'est que là je parle au niveau national, mais ça s'articule, ça s'enchasse dans 2 échelles. Une échelle bien sûr européenne, parce qu'à la fois tout ce que je vous raconte de gaz à effet de serre, c'est quand même beaucoup le cadre européen qui fait notre engagement, et puis surtout une échelle locale. Donc le travail de planification qui a été fait, c'est aussi de décliner, je crois qu'il y a un atelier demain avec une personne encore actuellement au SGPE qui va témoigner, de se dire à la maille de la région, à la maille du département, ce plan d'action global, ça veut dire quoi concrètement, levier par levier, avec des ordres de grandeur et des éléments de quantification. Et j'en profite pour dire que se joue là, dans les prochains mois, un élément extrêmement clé de notre avenir collectif qui vont être les élections locales. Et donc, le maillon manquant de ce travail-là de planification, il faut continuer à le construire ensemble, qu'est la maille communale, intercommunale. Et il y a maintenant les outils méthodaux qui nous permettent de tirer le fil du macro jusqu'à la maille locale, de façon à pouvoir mettre en regard les plans d'action concrets des candidats et puis dans la première année de mandat des programmes d'investissement par rapport à ces éléments de métrique. Et donc là, on vous a mis en lien et vous avez pu cliquer ou pas et on vous redonnera du coup des liens vers des différents documents qui étayent tout ça. Je peux maintenant donner quelques éléments quanti, peut-être pour bien poser le terme du débat rapidement. Je ne sais plus où j'en suis sur le temps. Non, c'est bon, on est bon là. Juste peut-être une petite question pour bien préciser. La SNBC, donc, elle a été lancée, créée, initiée en 2015 avec la loi de transition énergétique. Il y a eu une première version qui a été revue. Donc on a la SNBC 2, qui est celle qui est actuellement, alors je ne sais pas si on dit en vigueur. Et donc il y a en ce moment aussi la SNBC 3. Voilà, qui est encore dans les... En fait, la logique, pardon, j'aurais dû finir mon point. Donc en fait... cette planification, il faut lui donner un horizon de temps et puis il faut des mécanismes de révision, comme je vous l'ai dit. Ce que prévoient les textes sur la partie carbone, donc SNBC, c'est de se dire qu'il faut qu'une SNBC, elle couvre 3 périodes de 5 ans à venir pour donner de la profondeur. Et tous les 5 ans, du coup, il faut la revoir pour pouvoir rajouter une nouvelle période de 5 ans pour donner de la profondeur de champ et pour pouvoir, le cas échéant, recorriger le plan d'action des 2 fois 5 ans qui viennent, compte tenu des changements qu'il y a eu. Et donc il y a eu effectivement ce travail. Alors, et c'est par ailleurs un exercice qui au début, si je suis honnête, qui était conçu en interne des administrations et maîtrisé par les administrations et assez peu par le politique, si on se dit les choses, parce qu'il y a aussi une forme de complexité. Donc le travail qui a été fait aussi avec la mise en place du secrétaire général de la planification écologique, c'est de
pousser à ce qu'au niveau des ministres eux-mêmes, il y ait des discussions sujet par sujet. Et donc concrètement, on l'a fait. Alors à l'époque, c'était Elisabeth Borne, première ministre, et il y a eu plusieurs réunions de 2 heures chacune, thème par thème, sur lesquelles chaque secteur est examiné, l'ensemble des ministres autour de la table se posent, et puis du coup, il y a des décisions qui sont prises collectivement et collégialement, ce qui permet aussi d'avoir un portage politique des décisions implicites. Parce que souvent, dans ces grandes planifications, on s'en sort, entre guillemets, pardon l'expression, en étant flou, et donc du coup, chacun interprète le truc comme il a envie derrière, et on est content parce qu'on dit du consensus, mais en fait, qui est du coup quelque chose d'insuffisamment précis, et chacun l'entend comme il le veut. Et donc c'est très important du coup d'y donner le sens qu'il a proprement et les décisions sous-jacentes, et ça qu'on s'évertue. Alors je vous avoue, alors maintenant que j'ai quitté, j'ai plus de liberté de parole, le changement du coup de gouvernement successif n'a pas aidé à ce que ce portage politique du coup se poursuive dans le temps, et je pense que c'est un des sujets très clairement qu'on a aujourd'hui. Très bien. On peut passer peut-être au message un petit peu clé de la SNBC, Antoine, avec les slides. Alors, ouais, si tu veux, je peux les... Je les passe sinon, mais c'est peut-être mieux que... Hein. Comme ça, j'ai les... Pardon. Passage de relais. Je vous ai remis ici, je pense que c'est important de repartir. Quelles sont les émissions aujourd'hui en France? Donc du coup, vous avez les émissions directes. Au passage, gardez tous en tête, et je pense que vous le savez la plupart, il y a autant d'émissions indirectes que d'émissions directes. Et donc de ce fait, on émet autant par les importations de produits à l'étranger que des émissions directes en France. Et vous voyez que dans les émissions directes, 1/3 les transports, 3 paquets de 20%, l'agriculture, les bâtiments. C'est pas que des logements, c'est aussi le tertiaire, les piscines, les bâtiments commerciaux, etc. Et puis l'industrie, et puis 10% qui sont liés au secteur de production d'énergie. Le travail qui a été fait, c'est que du coup de se dire, il y a un petit mélange de couleurs, du coup, normalement c'est des paquets de couleurs cohérents, mais c'est pas grave. Donc vous voyez ici que là, secteur des transports, l'agriculture, des bâtiments, l'industrie, etc. On cherchait à se dire qu'on essaye de diviser par 2 les émissions, parce que c'est ça qu'on cherche à faire entre 1990 tout à gauche et 2030. Au passage, pardon, vous voyez les tout premiers bâtons en gris là. C'est les émissions globales. Vous voyez qu'en 30 ans, on a fait la moitié du chemin. On est passé, et qu'on doit faire, du coup, dans les 10 années qui suivent, 2020-2030, autant de baisses d'émissions qu'on en a fait depuis 1990. Ce qui vous donne une métrique quand même de l'effort global qu'on a à faire collectivement, qui est absolument massif. Et vous voyez ce que ça veut dire après dans chacun des secteurs. Secteur des transports, ça veut dire qu'il faut baisser drastiquement. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'année du confinement, on était à peu près à 100 millions de tonnes de CO2 émises au global du secteur des transports. Et là, pour y arriver en 2030, il faut qu'on soit à 92 millions de tonnes de CO2. Donc c'est plus bas que l'année du confinement. Et vous voyez que sur l'ensemble des sujets, c'est des baisses importantes. Vous voyez, l'industrie, c'est le seul secteur qui a beaucoup baissé ses émissions depuis 1990. Alors souvent, on dit, en fait, c'est de la fausse baisse d'émissions parce que c'est la désindustrialisation. Alors la réalité des chiffres, c'est qu'il y a à peu près 2/3 de cette baisse qui est de la bonne baisse, c'est-à-dire il y a eu une amélioration des outils de production, et 1/3 qui est de la mauvaise baisse, c'est-à-dire on a juste délocalisé et ça a été produit ailleurs, et donc on ne le compte plus sur le périmètre de la France. Et donc le travail de planification qui a permis après d'écrire le document de la SNBC, c'est de lister. Alors du coup, mon code couleur a sauté dans la mise en page, donc c'est plus du tout les bonnes couleurs et vous n'allez rien comprendre. Mais l'idée, je vais du coup faire ça juste avec les mains. Ça, vous avez sous les yeux un truc qui est chaque case, c'est une action concrète. En haut à gauche, vous avez électrification des voitures, par exemple. Dans chaque case, la taille de la boîte, ça correspond au poids dans la baisse des émissions pour qu'on puisse y arriver à atteindre les objectifs en 2030. Et donc, vous voyez, en taille relative des boîtes, ça vous montre qu'est-ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui permet d'y arriver ou pas. Premier apprentissage de cet exercice-là, et donc, dans chacune des boîtes, quand on l'a construite, on s'est intéressé de savoir est-ce que c'est faisable techniquement, est-ce qu'on sait le financer, est-ce qu'on a les moyens en matière aussi de filières associées, etc. Ce qui nous a conduit des fois à porter moins d'efforts sur tel ou tel sujet parce qu'il n'y avait pas les conditions pour faire plus. Quand on additionne tout ça à la fin, on a un plan d'action qui nous permet d'atteindre l'objectif ambitieux de baisse de 55% de nos émissions nettes à l'horizon 2030. Et vous voyez ici la répartition du poids. Donc il y a 50 leviers, globalement, une cinquantaine. Ça vous montre qu'il n'y a pas de solution magique pour y arriver, qu'il faut appuyer sur toutes les touches en même temps. Et quand on essaye de regrouper les choses ensemble, alors vous voyez au milieu, là, le gros paquet, c'est produire, tout en bas. Ça correspond à dire qu'en gros, le secteur des entreprises au sens large, à la fois par l'industrie, la logistique, le tertiaire, etc., ça représente à peu près la moitié des baisses des émissions de gaz à effet de serre à dégager d'ici 2030 pour y arriver.
Si on fait des grandes catégories, il y a à peu près un quart des baisses qui sont entre les mains des pouvoirs publics au sens collectivité et État, en matière d'aménagement du territoire, de transport public et de choses comme ça. Et du coup, ça fait 75%, c'est les gros, entre guillemets, les entreprises et les pouvoirs publics, et 25% les gens, vous et moi à titre individuel, par le logement, par l'alimentation, par la mobilité, etc. Et ça, cet élément-là, il est vraiment indispensable, parce que ça veut dire que finalement, l'effort qu'on demande à la population pour y arriver, il est finalement relativement modéré, le quart des baisses totales, à condition qu'on ait bien la pression qui soit mise sur les gros acteurs, et c'est ça qui est dans le plan, sur les entreprises et les pouvoirs publics derrière. Et ça, je dis ça parce que quand on regarde l'application numérique de ce truc-là année après année, ça conduit à voir que dans la population, on a besoin qu'il y ait 2 à 3% des Français qui bougent beaucoup à titre individuel chaque année et fassent une grande transformation, que ce soit leur voiture, leur logement, etc. Pour qu'on puisse, à la fin, quand on additionne après année et qu'on additionne aux efforts des entreprises et des pouvoirs publics, y arriver. Et ça, c'est très important parce qu'une partie du backlash qu'on est en train de vivre en ce moment et de la perception, c'est de se dire on demande tout à tout le monde, c'est insupportable, ça nous écrase. La réalité, c'est qu'en fait, il faut qu'on fasse beaucoup plus de ciblage parce qu'on a besoin d'emporter finalement qu'une partie de la population. Et je pense qu'on a collectivement, et j'en prends ma part là-dedans, une erreur de façon d'appréhender les choses et de communiquer dessus, parce qu'une grosse partie du pushback est vraiment liée au fait que les gens se sentent agressés par cela. Donc ça, c'est l'équilibre général. Derrière, vous voyez, donc là, je ne vous le fais pas parce que j'ai que quelques minutes, et donc derrière, il y a du coup de la documentation derrière chacune des boîtes. Et la SNBC, c'est la transcription en mots de ce petit schéma-là qui permet de dire quel est le poids, quels sont les différents leviers, quel est le poids qu'on attribue, quels sont les déterminants pour y arriver, quels sont les indicateurs pour le suivre, de façon à ce qu'au global, on puisse le faire. Merci beaucoup Antoine Peillon pour cette présentation. Je vais reprendre le petit bip-bip pour passer la parole à Jean-Philippe Bonnet, parce qu'une fois qu'on a donc cette feuille de route toute belle, bien élaborée qu'on vient de voir, il y a aussi des questions au niveau notamment de l'électricité, de comment est-ce qu'on arrive à mettre tout ça en musique. Alors il se trouve que RTE a travaillé sur des scénarios, des futurs possibles pour 2050 qui ont été publiés en 2021. Et donc du coup voilà, c'est un petit peu de ça qu'on va parler maintenant. Comment est-ce que concrètement, quelles sont les possibilités pour mettre en œuvre cet objectif de neutralité carbone, de réduction forte de nos émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'électricité? Quels sont les différents chemins possibles? Merci, bonjour à tous. Donc oui, RTE, c'est l'exploitant du réseau de transport d'électricité en France, donc avec une mission opérationnelle. En ce moment même, il y a des gens dans des dispatchings qui surveillent les flux pour s'assurer que l'électricité arrive bien à bon port. Mais RTE a aussi une mission d'analyse, de réflexion, de prospective qui lui est confiée par la loi pour notamment analyser les perspectives d'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Vous savez que l'électricité se stocke quand même encore assez mal et qu'il faut arriver à développer de manière conjointe la consommation et la production. Donc cet exercice, on l'a fait pendant les 20 premières années de notre existence, essentiellement en travaillant sur des modèles de projection, on regardait les données passées et on essayait de prédire l'avenir en prolongeant les tendances, avec des modèles plus ou moins fins. Et effectivement, en 2020, alors après c'est peut-être post-Covid, prise de conscience, on s'est dit non mais on ne peut pas continuer comme ça, il faut à la fois se projeter un peu plus loin et puis adopter résolument la démarche qui a été évoquée par Pauline de vraiment se mettre dans des scénarios sur de la prospective, essayer de se dire quel est le futur souhaitable ou quels sont les futurs souhaitables. Et c'est ce qui a débouché effectivement sur cette étude des futurs énergétiques. On avait aussi une autre arrière-pensée, c'était, et je crois qu'on est beaucoup à essayer de le faire ici, essayer de faire progresser un peu le débat politique en France, qui était désespérément bloqué dans une opposition ENR contre nucléaire, où dans chaque débat à la présidentielle, quand on voulait parler énergie, en fait, on ne parlait qu'électricité, et on ne parlait que ENR contre nucléaire. Il y avait l'éléphant dans la pièce des énergies fossiles qui n'était jamais évoqué. Donc on a souhaité effectivement replacer nos travaux dans la perspective, mais en restant cohérent avec les orientations du gouvernement et donc effectivement avec la SNBC. Alors si j'avance jusqu'à mes slides, il y a beaucoup de courbes. Voilà.
on était reparti de ces camemberts-là, hein, qu'on n'a pas inventé nous, qui ne font que traduire finalement les ambitions de la stratégie nationale bas carbone. Comment on passe d'un monde d'aujourd'hui où on consomme un peu plus de 1600 TWh, toutes énergies confondues, et où l'électricité ne représente en fait qu'un gros quart de cette consommation, le reste sont en grande majorité des énergies fossiles, à un monde de 2050 où on aura à la fois réduit nos besoins d'énergie, donc réussi à faire de la sobriété, de l'efficacité énergétique, et on aura réussi à faire disparaître les énergies fossiles, et donc à les remplacer soit par de l'électricité, soit par d'autres énergies renouvelables qui ne soient pas fossiles. Donc les futurs énergétiques essaient de dresser des scénarios en ce sens-là. Alors, la méthode, hein, c'est celle qui a aussi été largement évoquée. C'est fondé d'abord sur de la modélisation et sur une vraie rigueur, un vrai souci de cohérence. Notre objectif, c'est que l'on puisse proposer plusieurs scénarios, mais que ces scénarios, ils marchent, c'est-à-dire qu'ils soient capables de satisfaire la demande en électricité à tout moment, la nuit, le jour, l'hiver, l'été, dans des situations de crise, canicule, vague de froid, relativement raisonnable, voilà, avec un taux de défaillance ou un taux d'échec qui soit relativement raisonnable. Ça, c'est important pour nous, c'est notre métier, c'est notre raison d'être aussi d'opérateur, et je crois que c'est ce qu'attendent aussi les citoyens. Donc ces scénarios-là, alors peut-être je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais parce que ça permet de fixer un peu les idées. Finalement, on a travaillé d'un côté sur la consommation d'électricité. Vous avez 3 courbes représentées à gauche. Un scénario de référence qui est médian, trajectoire de référence, où la consommation d'électricité augmente entre aujourd'hui et 2050. Si vous vous souvenez des camemberts, en fait, la taille du camembert diminue, la part de l'électricité augmente. Bon, au total, effectivement, en moyenne, on est plutôt sur, dans notre vision, une augmentation de la consommation d'électricité. On pourrait aller vers des scénarios beaucoup plus sobres en électricité, avec une consommation finalement assez peu différente en 2050 de ce qu'elle est aujourd'hui. Ça suppose d'aller beaucoup plus loin dans des modifications de nos habitudes de vie, de nos modes de fonctionnement, de manière d'habiter, de se déplacer. Mais je pense que Thierry en parlera mieux que moi sur ces questions-là. Et puis à l'inverse, on avait étudié un autre scénario qu'on a appelé scénario de réindustrialisation profonde, qui alors, vous vous dites, 755 TWh, tout ça est quand même pas très raisonnable, c'est pas très sobre. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes d'émissions totales de gaz à effet de serre, dans ce scénario-là, on réimplante sur le territoire français des activités industrielles qu'on avait laissées se délocaliser, comme l'a évoqué Antoine. Et donc, en les réimplantant en France et en adoptant des modes de production industrielle beaucoup plus sobres en carbone et décarbonés, on a finalement un effet de réduction, alors peut-être d'augmentation, ou en tout cas un peu de nos émissions domestiques, mais de forte réduction des émissions importées. Donc c'est les scénarios qui sont corrects, qui sont vertueux aussi sur le plan des émissions. Après, effectivement, le gros sujet, ça a été les scénarios de production d'électricité, parce que là, on s'attaquait à ce fameux débat français qu'on adore, nucléaire, renouvelable, qui va gagner à la fin. Et avec 6 scénarios qui ont été évoqués, allant de 100% renouvelables jusqu'à des scénarios dans lesquels on met des nouveaux EPR, des SMR, on prolonge les réacteurs existants, on essaie de pousser au maximum la logique nucléaire. Et ces scénarios-là ont été analysés en fait du point de vue de leur efficacité. Alors leur efficacité pour satisfaire la demande, elle est bonne dans tous les cas. Tous ces scénarios marchent, ça c'est important de le dire. Il n'y a pas de scénarios qui sont exclus, dont on peut dire non, ils ne fonctionnent pas, même avec 100% d'énergie renouvelable. Par contre, il y a des conditions. Il faut plus ou moins développer le réseau, il faut plus ou moins développer du stockage et des flexibilités. Les coûts ne sont pas les mêmes. Il y a tous ces éléments qui changent. Peut-être pour conclure rapidement, quel est le sens de tout ça ? Je dirais l'énergie, c'est un sujet qui, évidemment, est éminemment réel, technique. Personne ne peut s'affranchir des lois de la physique, des lois de la thermodynamique. Mais c'est aussi un sujet éminemment politique qui touche aussi bien à l'intime, est-ce qu'on aura de l'eau chaude pour la douche, jusqu'à des grands enjeux géostratégiques majeurs.
Et donc, il faut trouver à concilier ces deux dimensions-là. Alors la démocratie, là-dedans, ça marche plus ou moins bien, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que si on construit une politique énergétique par petits bouts, en faisant voter séparément sur chaque sujet, avec parfois aussi des alliances politiques de circonstances, on risque d'avoir une politique énergétique qui ressemble à un cadavre exquis. Vous savez, ces poèmes qui sont composés où chaque vers est écrit sans connaître celui d'avant. Ça donne une politique un peu surréaliste. Donc, quand on travaille sur des scénarios, je pense que c'est ce qu'on fait tous, c'est une manière d'essayer de réconcilier cette dimension technique, c'est-à-dire nous, notre fierté, notre objectif, c'est que ces scénarios soient techniquement viables, cohérents, c'est un mot qu'on a tous employé ici, mais qu'ils soient suffisamment nombreux pour qu'ensuite on ne préempte pas le choix démocratique, on n'essaie pas d'imposer une vision technocratique, pour qu'ensuite il y ait des choix entre ces scénarios. Mais ce qui ne marche pas bien, c'est quand on essaie de picorer dans ces scénarios et de recomposer un truc disparate. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Alors pour poursuivre, maintenant on a vu un petit peu à la fois la SNBC, les possibles scénarios, les 6 scénarios possibles qui ont été imaginés par RTE. Je vais donner la parole à Pauline et puis à Thierry pour un petit peu voir. Du coup, il y a aussi tout un travail de prospective qui a été fait, on va dire, par la société civile, pris dans un sens assez large. Et donc au niveau du Shift Project avec Negawatt et avec l'ADEME, si je ne me trompe pas, vous avez donc travaillé à justement comparer un petit peu tous ces scénarios qui existent et voir un petit peu à la fois les points communs et les points de divergence qu'il peut y avoir. Parce que voilà, il y a effectivement des questionnements qui peuvent se poser. Pauline, je vous laisse commencer. Merci. Alors je ne sais pas à quel point vous avez été assommé par les boîtes de couleurs d'Antoine ou par les trajectoires avec TWh de Jean-Philippe. Mais si vous l'avez été, sachez qu'on a travaillé donc en partenariat avec l'ADEME et l'association Negawatt et le Shift à la construction d'un site internet qui s'appelle comprendre2050.fr. Dont l'URL est comprendre2050.fr. Ce site internet, il a pour objectif de vulgariser par thématique les scénarios de transition, donc les 6x3 de RTE, dont on vient de parler, la SNBC du SGPE, le scénario de Negawatt, le scénario du Shift Project et les 4 scénarios de l'ADEME. Donc, sur ce site, donc, je vous dis donc, effectivement, ce sont les scénarios, tout ça c'est ce que je viens de dire. Donc sur ce site, on peut trouver des décryptages, donc c'est des décryptages par thématique, tant sur les activités qui composent notre société, bon, voilà ici par exemple l'industrie du ciment, que sur les énergies qui permettent ces activités, et enfin sur les impacts de nos scénarios sur la société, que ce soit en termes d'économie, donc par exemple les revenus des ménages, ou encore sur la biodiversité, l'eau. Voilà, donc tout un tas de décryptages qui ont été pensés avec des professionnels de l'information, afin que le degré de vulgarisation soit suffisant pour pouvoir parler à un maximum de personnes, et aussi avec des professionnels de la data visualisation pour que le site soit lisible. Tous ces décryptages ils sont construits pour être autoporteurs, c'est-à-dire que normalement, si vous êtes sur un décryptage, vous n'avez pas besoin d'aller sur d'autres pour le comprendre. C'est l'objectif de la vulgarisation. Et par contre, ils sont tous liés, on l'a répété 50 fois, tous les enjeux sont complètement écosystémiques et tous sont liés les uns aux autres. Donc en fait, ça fait un peu comme sur Wikipédia. Si vous êtes sur une fiche, vous pouvez aller sur d'autres pour naviguer entre les fiches. Juste quelques chiffres sur le site. C'est un peu moins de 150 décryptages sur des thématiques de la transition qui sont organisés autour de 23 grandes thématiques. Et qui sont accompagnés de mots-clés qui sont vulgarisés et qui sont disponibles dans un glossaire. Voilà pour ça. Juste pour... donc le site, vous l'avez compris, c'est Comprendre 2050. Nous, notre objectif, avec l'ADEME et Negawatt, c'était avec ce site, de faire un peu une référence sur la transition énergétique et sur les scénarios de prospective pour mieux comprendre les grandes dynamiques et en fait des scénarios. Et en travaillant sur ces scénarios, on a conclu des grands points communs, mais aussi des grandes divergences entre ces scénarios. Je pense que c'est ce dont Thierry, tu vas un peu parler. Quelle transition, j'ai même plus besoin, je vais partir me prendre un petit café, vous n'avez plus besoin de moi. Alors par contre, peut-être il faut passer, parce que comme on n'a pas tout mis dans le bon sens, je pense qu'il faut repartir, ouais. Si je ne me trompe pas, excusez-nous. C'est à gauche, c'est à gauche. C'est à gauche ? Oui. Ah mince, il faut que je reparte dans l'autre sens ? Oui, encore. Encore, pardon, excusez-nous, on a eu un problème de pas dans le bon sens.
Thierry, tu peux commencer si tu veux. Oui, merci d'abord merci à vous tous au Shift de cette invitation. Un petit mot là-dessus, quand on a été invité par vous, on a été un peu étonnés. On s'est dit, bah oui, très bien, c'est peut-être l'occasion de faire en sorte qu'on essaye de travailler ensemble. Et je crois, je peux dire qu'on a vraiment bien travaillé ensemble, même si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais en tout cas, on était vraiment dans un travail collectif qu'on a bien aimé, puisque l'ensemble des fiches que tu viens d'évoquer ont toutes été revues par nous, par l'ADEME également, et donc c'est un travail collectif. Ce que je vais faire, je ne vais pas vous présenter le 100 MW, ça sera peut-être pour une prochaine fois dans une prochaine université, pourquoi pas, j'en serais en tout cas ravi, mais c'est d'essayer de vous montrer un petit peu quels écarts on peut avoir au niveau des scénarios. Alors l'ensemble des scénarios que vous avez indiqués, RTE, ADEME, Shift, Négawatt, etc., ça fait, qu'est-ce qu'on va dire, 2500 pages à peu près quand on regarde tout, au moins, si c'est pas plus. Donc c'est un petit peu compliqué et on a essayé de faire un peu de comparatif. Sur à droite j'imagine. Voilà, donc on a tous ces scénarios qui sont ici, je passe rapidement. Un point important, c'est au niveau de l'énergie qui est sur 2050, ce qui est envisagé sur 2050 en termes de contenu de consommation énergétique finale par secteur. Ici, vous avez à gauche 2019, toujours en référence. Et puis après, c'est l'ensemble des autres scénarios. Le point important, c'est que tous les scénarios, absolument tous les scénarios, nous disent qu'il va falloir baisser de façon importante la consommation d'énergie par rapport à 2019, de l'ordre de 40%, voire plus, sur certains des scénarios. Ensuite, après, au niveau de l'électricité proprement dit, c'est-à-dire sur la consommation d'électricité dans l'ensemble de ces scénarios, sur les usages finaux, c'est-à-dire en dehors du secteur énergie, eh bien, vous voyez que par rapport à la ligne verticale qui représente en fait la valeur 2019, et pour le reste c'est des pourcentages, tous les scénarios augmentent la quantité d'électricité. Alors plus ou moins, sauf un qui est S1 de l'ADEME, qui réduit un peu cette consommation. Vous voyez que Négawatt, par exemple, et S2 sont à peu près du même niveau, à plus 10, de l'ordre plus 10, un petit peu plus en pourcentage. D'autres, par contre, augmentent considérablement cette valeur-là, et là, ça fait un écart qui, évidemment, est important. Ensuite, après, un point important, c'est l'augmentation considérable de la consommation d'énergie et donc de la production nécessaire sur le secteur énergie, notamment pour l'hydrogène, pour l'ensemble des autres secteurs qui vont et usages qui vont faire en sorte que derrière on puisse avoir une énergie finale qui soit fournie. Sur ce graphique ici, ce qui est un petit peu en flou au-dessus de chacune des barres, c'est la partie qui correspond justement à ce secteur énergétique. Vous voyez qu'il est ce secteur énergétique, cette consommation du secteur énergie en 2019 est très faible et elle monte considérablement sur tous les scénarios. C'est essentiellement dû à la question de l'hydrogène. Alors sur l'hydrogène, tous les scénarios, toujours pareil, 2019 et ici à gauche, tous les scénarios augmentent considérablement la production d'hydrogène, certains en production uniquement nationale, d'autres, comme des scénarios de l'ADEME, font appel aussi derrière à de l'importation. Mais en tout cas, c'est également un facteur commun sur l'ensemble des scénarios. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du résidentiel et du tertiaire. Et vous voyez que par rapport à 2019, tous les scénarios, là aussi c'est une constante, baissent de façon extrêmement nette la consommation d'énergie dans l'ensemble des bâtiments résidentiels et tertiaires. Et puis les valeurs que vous voyez ici sont les consommations par logement.
les baisses en tout cas de consommation par logement, ramenées donc au nombre de logements, au nombre de personnes. Il y a beaucoup d'indicateurs pour arriver à trouver ça. C'est pas très facile, c'est des indicateurs qui se retrouvent dans plusieurs évidemment documents, mais on arrive à regarder ça, à retrouver que derrière il y a nécessairement une baisse de la consommation, un vrai travail de sobriété et d'efficacité qui est à faire sur les logements. C'est moins net sur les transports au niveau de l'indicateur des tonnes transportées par kilomètre. Alors, vous voyez ici, là aussi, une baisse considérable, ça a été évoqué tout à l'heure par Antoine Payon, une baisse considérable sur la mobilité, sur tous les scénarios, très net, hein, une division par 3 pratiquement, dans tous les cas de figure. Par contre, certains des indicateurs sont différents en ce qui concerne les tonnes transportées par kilomètre. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des écarts assez importants sur les questions de sobriété et les questions sociétales. On le voit par exemple ici, sur lequel les scénarios RTE sont moins, j'allais dire, volontaristes peut-être que d'autres scénarios sur la question du fret routier. Et puis je termine sur 2 vues qui sont au niveau de la production, où on a regardé en 2050 le photovoltaïque sur l'ensemble des scénarios. Donc vous avez d'un côté la production et de l'autre côté, et en abscisse, la puissance. Tous les scénarios sont, vous le voyez, sur une même ligne. Cette ligne correspond en fait au rendement, au facteur de charge du photovoltaïque, et là tout le monde est d'accord. Par contre, évidemment, ce qui est assez différent, et même très différent, c'est le niveau de photovoltaïque. Vous voyez par exemple que dans les scénarios tout à fait à droite de RTE, il y a un très haut niveau de photovoltaïque qui correspond à leur scénario 100% renouvelable ou pas très loin, hein, 2050 ou 2060. On n'arrive pas, nous à Négawatt, au même niveau. On est exactement centré ou pratiquement centré, beaucoup plus proche des scénarios de l'ADEME. Là, il y a vraiment des écarts et des discussions évidemment qui sont à voir. Et puis c'est la même chose en ce qui concerne ici l'éolien terrestre, où là par contre on a 2 lignes différentes qui sont un peu étonnantes, qui sont en fait des prises en compte différentes du rendement à 2050, du rendement moyen de l'ensemble du parc à 2050 sur l'éolien. On est à négawatt, c'est N, la valeur NW. Ici on est beaucoup plus proche des valeurs de l'ADEME, RTE est plus bas. C'est pas neutre ce petit écart de facteurs, hein. 0,23 je crois et 0,30 de mémoire, ça correspond à un écart de 50 TWh à l'arrivée, hein, c'est-à-dire 4 EPR en gros, 4 EPR2. Voilà. Donc, ça c'est pour vous montrer, si vous voulez, que c'est très important de travailler sur évidemment les hypothèses, sinon on arrive après à des questions qui sont très différentes. Merci. Voilà un petit peu un résumé des 1600 rapide, des 1600 pages. Et je termine en disant que le travail était remarquable. C'est-à-dire vraiment, vous pouvez vous plonger dans RTE, dans l'ADEME, dans Négawatt aussi, bien sûr, mais il y a un vrai travail. Voilà, moi j'ai participé au comité d'experts sur la loi de transition énergétique. On était, j'allais dire, vraiment au niveau 0. On n'avait pas de scénario en face de nous, il fallait les construire. Là, ils sont construits, et donc on est maintenant en capacité d'avoir un vrai débat français. Merci beaucoup Thierry pour cet exercice effectivement résumé 1600 pages en 5 minutes. Juste peut-être redonner la parole à Pauline. Là, tu as pas mal appuyé sur on va dire les points communs. Tu as beaucoup insisté sur effectivement la question de la sobriété, de l'isolation des logements, du développement fort des énergies renouvelables. Est-ce que Pauline, rapidement, tu peux nous dire aussi quelles sont si on doit résumer, les principales divergences qu'il y a entre tous ces différents scénarios? Oui. Alors juste avant de répondre, justement, tous ces chiffres, le but du site, c'était, et ça le fait très bien, c'est de
essayer de minimiser le nombre de chiffres, de quantités, de mots clés compliqués, de chiffres qui sont très difficiles à contextualiser, d'unités qu'on ne comprend pas toujours. Donc tout ce que Thierry vient de vous présenter, à chaque fois par thématique, il y a des décryptages qui sont vulgarisés, qui sont tout à fait compréhensibles. Je voulais un petit peu compléter ce qu'a dit Thierry, sans rentrer dans le détail des chiffres. Les scénarios, Jean-Philippe l'a dit, tout le monde l'a dit, ils ont une visée éminemment politique aussi, puisqu'on a envie d'alimenter le débat et de faire valoir ce que nous, on pense être la trajectoire la plus optimale pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et du coup, dans les scénarios, on fait passer des messages. Et je voulais juste insister sur 3 grands messages qu'on a retenus de tous les scénarios sur lesquels on a creusé ensemble. Le premier, c'est que pour passer de la société dans laquelle on est aujourd'hui, qui repose encore largement sur des énergies fossiles, donc pour passer de cette société à celle que l'on préconise en 2050, quels que soient les scénarios, il y a des transformations d'ampleur qui sont à faire, des transformations socio-techniques, en termes de moyens de production, en termes de mode de vie, en termes d'investissement, d'infrastructures. Voilà, il y a une transformation d'ampleur. Le deuxième message, c'est qu'il faut absolument maîtriser la demande. Si on ne maîtrise pas la demande, on n'arrivera jamais à atteindre la neutralité carbone. Alors ça peut être via de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que les machines qu'on va utiliser, elles seront plus performantes, mais aussi et surtout via de la sobriété, c'est-à-dire réduire la quantité d'énergie que l'on demande. Et ça, c'est indispensable parce que plus on maîtrise la demande, moins dans nos scénarios et dans la vie, on fait appel à des solutions bas carbone, à un besoin fort d'installation de moyens de production bas carbone. La deuxième raison, c'est que plus on maîtrise la demande, plus on fait d'autres économies que juste énergétiques, en eau, en ressources, en matière. Et la troisième raison, c'est que plus on maîtrise la demande, plus aussi on limite les impacts qu'on a. Bon, ça, on l'a pas trop étudié, mais en tout cas, on le dit dans nos scénarios, plus on limite les impacts qu'on a sur les écosystèmes de manière générale. Donc voilà, donc ça va être des transformations d'ampleur, donc il faut commencer le plus tôt possible. Il faut maîtriser la demande dans tous les cas, quels que soient les scénarios. Et tous les scénarios font des paris sur l'avenir, des paris soit sur l'évolution des comportements, soit sur des paris technologiques, sur les technos qu'on va utiliser à l'avenir. Mais personne ne parie sur des technologies de rupture. Donc vous ne verrez pas d'avions à batterie, vous ne verrez pas d'hydrogène blanc dans le scénario. Voilà. Et sur les différences entre les scénarios, c'est exactement ce que Thierry vient de montrer. On a des différences sur la sobriété, quelle place elle a dans la société, l'efficacité énergétique, laquelle. Voilà, en fait, suivant le niveau de demande et donc de production qu'on a besoin de faire, les scénarios reposent plus ou moins sur de l'électrification, des énergies renouvelables. Les mix énergétiques sont très différents, Thierry l'a dit. Donc les mix électriques, par exemple, le scénario de négawatt repose principalement sur des énergies renouvelables, alors que certains scénarios d'RTE, de l'ADEME et du Shift, nous on va au-delà de la fin du parc nucléaire existant et on relance avec du nouveau nucléaire. Voilà, donc c'est plutôt sur les infrastructures qu'il y a des différences. Merci beaucoup. Effectivement, je vais vous redonner la parole. Je vais juste réagir sur un point, parce que je trouve que c'est très important d'avoir cet exercice-là. Et là, on parle de 2050, je voudrais insister là-dessus. Et c'est que la convergence de tous les travaux d'experts sur les horizons de temps beaucoup plus courts, notamment 5 ans, 10 ans, je pense à 2030, elle est très très forte. Et donc en gros, on n'a pas d'ambiguïté sur ce qu'on doit faire dans les 5 prochaines années pour pouvoir y arriver. Et les variations de ce qu'on se dit là, d'intensité, de sobriété, etc., existent. Mais l'effet concret, quantitatif, du coup, est très faible en différenciation des scénarios à des horizons de temps courts. Donc, je pense que mon message là, c'est que pour l'action immédiate, il n'y a pas débat sur ce qu'il faut faire, et on est assez convergents. Par contre, il y a des débats sur les horizons de temps qui sont plus longs, et ça peut conduire à des décisions prises maintenant pour dans plus longtemps. Mais ça, je pense qu'il faut être très clair. Et donc, et le gros du boulot qu'on a à faire maintenant, il est sur l'évolution des usages avant tout, plus que des évolutions sur la structure de la production. Et ça, c'est des changements du quotidien, de l'aménagement, de la mobilité, etc., qui sont très forts. Et sur quasiment tous ces leviers de changement d'usage, les leviers de l'action collective, ils sont à la maille locale. D'où, je le redis là, et je pense que vous tous, shifters, vous êtes super clés dans ce qui vient dans les prochaines années,
On a les élections municipales, on a les élections régionales qui viennent derrière. Ce qui est important, c'est d'aller aussi territorialiser ces travaux-là, avoir la vision locale de ce que ça veut dire au niveau local pour pouvoir peser là-dessus. Et là, je pense qu'il faut être très clair sur le fait qu'on est globalement tous d'accord, enfin en tout cas les experts là-dessus, sur ce qu'il faut faire à très court terme. Oui, je suis d'accord, un tout petit mot là-dessus. Cela étant, il ne faut pas oublier le long terme, parce que sinon, on est finalement... Lorsqu'on a fait notre premier scénario, c'était en 2003. On avait 47 ans devant nous, pratiquement 2 générations. On sait bien qu'on a maintenant beaucoup moins, par rapport à 2050, 25 ans qui nous séparent, c'est tout. Et puis en plus, les climatologues nous ont dit, au début c'est 2100 le problème, puis 2070, etc. Enfin, bref, on a très peu de temps. Donc il faut vraiment... Les décisions prises aujourd'hui, il faut qu'elles soient véritablement les bonnes. Et donc il faut travailler à la fois sur le court terme, je suis tout à fait d'accord, au niveau des territoires, mais en même temps, ne pas être avec une espèce de brouillard devant nous. C'est-à-dire, il faut aussi réfléchir à 2050, voire plus loin même, et notre futur scénario sera sur 2070. Merci. Est-ce que Jean-Philippe, oui, vas-y. Oui, je pense qu'effectivement, la difficulté à réconcilier ces différents horizons temporels, elle est très forte. On a un peu de recul sur ces scénarios, en tout cas ceux de RTE qui datent de 2021. Depuis 2021, on avait l'impression d'avoir tracé des trajectoires et des belles lignes droites. En fait, des scénarios, c'est un peu comme un itinéraire quand on part en vacances. On a le plan et puis ensuite, il y a la vraie vie. On rate un échangeur, il faut qu'on s'arrête, il y a une pause urgente. Enfin, là, on a vécu quoi ? On a vécu une crise énergétique, alors liée certes à des problèmes géopolitiques, mais aussi à un problème, des incidents génériques sur le parc nucléaire. Qui nous ont mis en situation de craindre de devoir rationner l'électricité pendant un hiver. Donc ça aurait pu refroidir l'enthousiasme vers l'électrification des usages. En pratique, c'est pas ce qu'on voit nous. Nous, on est confrontés aujourd'hui à beaucoup de demandes de raccordement à notre réseau pour de l'électrification d'industrie, électrification des transports, production d'hydrogène. Mais tout ça va arriver dans quelques années. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que comme le parc nucléaire a retrouvé des couleurs, qu'il pleut beaucoup, donc le parc hydraulique fonctionne bien, les prix de l'électricité baissent. Bon, il y a eu le blackout en Espagne, et là, aujourd'hui, ce sont les ENR qui ont une bonne tête de bouc émissaire pour dire elles font planter le réseau et puis elles font plonger les prix trop bas, on n'a plus de quoi financer le nucléaire. Donc, et donc il y a un discours sur il faut arrêter de développer les ENR, alors même qu'on sent qu'il va y avoir des besoins d'électricité quand même qui vont monter dans les années qui viennent. Voilà. Donc c'est la difficulté à pouvoir concilier tout ça, une vision de long terme, une constance dans l'effort, et puis cette espèce d'aléa est pas simple. En tout cas, nous, on a prévu de réactualiser nos scénarios des futurs énergétiques. On lance le chantier et on part dans un contexte où effectivement les débats sont sans doute aussi vifs sur les choix à faire qu'ils l'étaient lors de l'exercice de 2020-2021. Alors, je voulais laisser de la place quand même pour pas quand même, beaucoup de place pour les questions. Je propose peut-être éventuellement, sinon moi j'en ai d'autres, mais je suppose que vous en avez aussi. Du coup, je ne sais pas si les personnes là-bas qui s'occupaient de tout gérer vont nous faire vont nous dire un petit peu. À moins que vous ayez aucune question. Il y a des questions, hein, c'est ça. Alors, oui, je peux faire ça. Où est-ce qu'il est le bip-bip ? Alors, je ne sais pas dans quel sens il faut que j'aille par contre. Tout à la fin. On va y arriver. Oh là là. Voilà. Je crois qu'il... Non, pas encore, toujours pas. Là. En haut, c'est celui-là. Voilà. Bonjour à tous. Donc évidemment, vous en doutez, beaucoup de questions sur ce thème. Donc je suis chargé de faire la terrible sélection des questions. Donc je voudrais m'excuser par avance auprès de celles ou ceux que je ferai naître une petite frustration. Mais il y avait un système de like aussi qui permettait de sélectionner les questions qui espéraient le plus de personnes. Alors, un thème qui est revenu assez souvent, c'est sur les émissions de CO2 importées. On a vu tout à l'heure, je crois que c'était Antoine qui le rappelait,
que, en fait, on importait autant d'émissions de CO2 que ce qu'on exportait. Donc, en gros, la question, c'est est-ce que c'est pas un angle mort, finalement, de ces politiques? Quelques éléments, je pense que le débat est assez vaste. Donc, dans les objectifs français qui sont en train d'être fixés, il va y avoir quelque chose aussi en termes de baisse d'empreinte carbone. Donc on va se fixer des objectifs aussi de réduction de l'empreinte et donc un objectif de réduction de baisse importée. Parce qu'en fait, ces émissions, pour partie, on les subit, pour partie, on peut agir dessus. Je donne des exemples concrets. L'évolution de l'empreinte carbone à l'endroit 1, elle est beaucoup tirée par l'évolution des mix énergétiques des pays depuis lesquels on importe. Et donc ces pays, ils ont leur propre dynamique, ils ont par ailleurs leurs propres engagements climat, ils les délivrent plus ou moins, mais ça conduit quand même à faire évoluer, indépendamment de ce qu'on décide de faire nous, plutôt baisser l'empreinte carbone. Après, on peut agir pour justement faire des choix de consommateurs, consommateurs individuels et consommateurs entreprises, en intégrant ça. Donc toutes les démarches d'affichage environnemental, d'impact environnemental des produits, etc., elles visent notamment à pouvoir intégrer cette métrique-là et donc du coup à alerter les consommateurs dans leur diversité. Et je pense aussi aux achats et aux acheteurs des entreprises qui sont du coup importants là-dedans pour pouvoir intégrer ces paramètres-là. Il y a d'autres dispositifs qui existent, au niveau européen par exemple, quand on dit qu'on fait une taxe carbone aux frontières pour les produits européens, donc ça a des noms compliqués, mais en gros ça que ça veut dire, sur l'importation de produits d'acier, etc. Là on agit justement pour essayer de réduire l'empreinte carbone et donc de sélectionner les produits qui ont moins d'émissions associées. Et derrière, c'est aussi, ce type d'outils-là, des outils, et ce sera mon dernier point, qui visent aussi à la réindustrialisation de l'Europe et de la France, parce que derrière, une façon simple, entre guillemets, avec plein de guillemets, parce que c'est pas simple à faire, mais de baisser l'empreinte carbone, c'est aussi de réindustrialiser la France et l'Europe plus largement pour pouvoir y arriver. Et c'est là où économie et écologie se rejoignent quand même bien. Et je termine, dernier point promis cette fois-ci, sur la partie de résilience économique, parce que tout ce qu'on se dit là, quand on parle de climat, c'est un proxy de notre facture énergétique et nos imports d'énergie fossile. 2019, 70 milliards d'importations d'énergie fossile sur la France. 2023, de mémoire, 123 milliards du fait de l'explosion du prix des hydrocarbures. Le plan d'action à l'horizon 2030, il vise à baisser d'un tiers la consommation d'énergie fossile. Faites les calculs, un tiers de 90 milliards d'euros ou de 120 milliards d'euros, peu importe à vrai dire, dans tous les cas c'est vraiment beaucoup d'argent et ça c'est économisé sur la balance commerciale au bénéfice de l'économie européenne et donc du coup de nous tous globalement et ça c'est extrêmement structurant et ça veut dire qu'indépendamment de ce que font les Chinois, les Américains, etc. pour le climat, on a besoin nous pour notre survie économique du coup de faire cette transition et de la faire sur l'énergie mais de la faire aussi sur les matériaux, de la faire sur l'eau, de la faire sur la biomasse, etc. etc. Alors un autre élément, là il y a des spectateurs attentifs qui ont vu que la plupart des scénarios, pas la plupart d'ailleurs, tous les scénarios de prospective commencent à avoir une olympiade de vie. Ils ont été publiés pour la plupart, je crois, entre 2020 et 2021. Donc ça veut dire qu'ils ont été réfléchis un petit peu avant même. Et donc la question qui revient, c'est depuis ces 4 ans qui se sont écoulés, en gros, s'il fallait les refaire aujourd'hui, qu'est-ce que vous changeriez? Quelles seraient les hypothèses sur lesquelles vous reviendriez? Et donc j'en rajoute, je profite, je raccroche une question qui se réfère à ce thème-là, c'est la place de l'IA. Donc oui, comme je l'indiquais, nous engageons la réactualisation. Donc on va voir ce qu'on change, mais effectivement, les questions les plus prégnantes sont d'une part effectivement la place de l'électricité et cette question, voilà, ce qui était un scénario réindustrialisation qui était un peu jeté sur la table pour discussion. Aujourd'hui, il nous paraît assez central et en lien avec cette question d'émissions importées. Et surtout qu'en plus, depuis quelques années, la question de la souveraineté industrielle s'est renforcée. Si je prends un cas qu'on connaît bien sur l'industrie sidérurgique, aujourd'hui, l'industrie sidérurgique doit représenter la
la grande majorité du charbon qui est consommé en France. Je parle sous le contrôle. Mais en fait, est-ce qu'on veut continuer comme ça? Est-ce qu'on veut laisser éventuellement notre secteur sidérurgique fermé en France? Les Anglais ont été confrontés un peu à cette question et ils ont répondu non. Donc je pense que mais ça c'est des choix politiques aussi. Voilà. À ne plus avoir de sidérurgie, c'est aussi probablement renoncer à une certaine forme de souveraineté militaire. Est-ce qu'on veut? Alors ça, j'ai pas d'avis sur la question, mais il faut être cohérent dans les choix qu'on fait. Sur l'intelligence artificielle, plus globalement les data centers, oui, effectivement, c'est un sujet. Parmi les éléments de trajectoire sur lesquels on travaille actuellement et sur lesquels on se casse un peu les dents, c'est quelle va être l'évolution réelle de la consommation de ces gros objets. Moi, ma conviction, c'est qu'on a quand même une forme de bulle spéculative aujourd'hui sur les data centers. Il y a quelques chiffres que j'aime bien rappeler, j'en profite, mais RTE a étudié au total, quand on fait la somme de toutes les études exploratoires, des études gratuites pour éclairer les acteurs, on a atteint 60 gigawatts. 60 gigawatts, c'est la puissance totale que consomme la France. Un truc apparaît fou. En fait, combien on a de demandes de raccordement réellement signées? C'est 6 gigawatts, ce qui est quand même déjà beaucoup pour des data centers de toute forme, classiques ou IA. Bon, mais ça, c'est des engagements de raccordement pour des projets qui ne sont pas sûrs d'aboutir. Le volume qui a un permis, donc qui va probablement se faire, c'est encore 10 fois moins, c'est 600 mégawatts. Et quand on regarde par rapport aux data centers qui existent déjà, quelle est la consommation réelle par rapport à la puissance qu'ils ont demandé? Elle est aujourd'hui de 20%. C'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup de temps à se remplir. Donc on est sur des discours extrêmes avec des volumes très grands et une réalité qui est aujourd'hui faible. Donc c'est très compliqué de se dire quelle place tout ça va prendre. Et voilà, donc ça fait partie des choses qu'on va essayer d'éclairer et c'est un bon sujet pour la réactualisation des scénarios. Oui, on est en plein en ce moment sur cette question-là, négawatt. Alors, il y a un point qui nous paraît très important, c'est la place de la biomasse. Et ça a été dit pour ceux qui étaient là, qui ont écouté ce matin ce qui s'est dit sur la forêt, sur la biomasse et sur les puits de carbone biogéniques. On a des vraies interrogations et il risque d'avoir des changements qui soient assez importants par rapport à notre scénario. Je ne vous cache pas qu'on est assez inquiet sur la possibilité d'être sur une neutralité carbone en 2050, à cause de ça notamment, dans notre scénario. C'est pas du tout sûr qu'on y arrive, et on essaye toujours d'être assez clair et transparent sur nos chiffres. C'est très facile de changer une cellule dans un tableur Excel, mais on veut pas le faire, on essaye de s'appuyer sur des réalités. Ça veut dire que quelque part, il va falloir, à mon avis, être dans un niveau de volontarisme beaucoup plus fort que ce qu'on a actuellement. On voit arriver, on le voit sur l'IA, des nouveaux usages complètement incontrôlés. Est-ce qu'on pourra demain avoir de nouveaux équipements sans derrière avoir un minimum, je dirais, de contrôle et de sobriété? Je vais reparler de sobriété, on en parle depuis 2000 pratiquement. Mais c'est extrêmement important et c'est pas facile. Et là, la question qui vient après derrière est celle évidemment de l'acceptabilité sociale de l'ensemble. Ça passe sans doute par ce que tu indiquais, un vrai travail territorial, etc. Mais c'est du travail de fourmi, c'est un peu aussi, finalement, par exemple, la rénovation énergétique, c'est un peu de la haute couture à chaque fois, quoi, hein. C'est alors qu'il faudrait avoir presque du prêt-à-porter, mais ça ne marche pas comme ça sur les bâtiments. Ça marche sur des équipements, mais pas sur les bâtiments. Voilà. Voilà un petit peu le point important que je voulais dire, sachant qu'on est sur un scénario qui est à la fois électrique et gazier, ça c'est tout à fait important, et que pour nous, à Négawatt en tout cas, la transition demain, elle doit s'appuyer sur ce qu'on pourrait appeler, puisqu'on est au temps de Roland Garros, un double mix entre l'électron d'un côté et la molécule de l'autre. Et parce que les deux vont bien ensemble finalement, sont extrêmement complémentaires, et on arrivera à faire une transition qu'avec ces deux grands vecteurs.
Donc, nous, au Shift, et c'est aussi vrai pour Negawatt, c'est pour ça que vous travaillez dessus actuellement, on actualise et on essaye d'actualiser notre scénario de manière calquée sur le rythme électoral. C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'on a lancé une campagne de crowdfunding au Shift il y a quelques semaines. Ce qu'on veut faire, c'est évidemment actualiser les travaux qu'on a déjà faits, donc par secteur économique, revoir ce qu'on a fait sur les mobilités, sur les transports de quotidien, sur l'agriculture. Voilà, donc tous nos chantiers, on veut les actualiser. Et en plus de ça, on aimerait faire une vingtaine de grands chantiers qui abordent les sujets de la transition énergétique, du moins les sujets qui nous semblent les plus importants, pour essayer de répondre à la question quelles conditions il faut pour que la transition se fasse de manière quasi certaine et dans les bons ordres de grandeur. Donc c'est sur quoi on est en train de travailler et du coup en vue de 2027. Pour répondre sur le numérique, alors il y a bulle spéculative, j'aimerais bien. J'en suis pas convaincue. Donc au Shift, nous on travaille sur le numérique depuis longtemps maintenant, et on est actuellement en train de terminer un travail sur le numérique, en particulier les centres de données, du fait de l'essor de l'intelligence artificielle. Ce qu'on dit, c'est que c'est un secteur dans lequel l'efficacité énergétique ne suffira pas. Aujourd'hui, la consommation des centres de données, c'est une dizaine de terawattheures en France. Dans nos scénarios, ce qu'on voit, c'est que pour 2030, 2035, on serait plus entre 20 et 30 terawattheures, donc ça fait du x3. Voilà, je ne sais pas si c'est une bulle spéculative, je l'espère, mais a priori, c'est pas ça, et c'est un vrai sujet. Par exemple, dans les futurs énergétiques d'RTE, pour 2050, on avait, je crois, au maximum 9 terawattheures pour les centres de données. Et aujourd'hui, du coup, on serait plus sur des dizaines, du 60, 70, 80. Bon, alors ça reste du 2050, mais si on regarde même plus court terme, 2030, 2035, on est sur du x3. C'est un secteur qui clairement nous inquiète, et disons que ça fait soulever plusieurs questions, notamment sur la concurrence d'usage de l'électricité. 30 TWh, c'est une part conséquente de la production élec et conso élec qu'on imagine en 2030. Donc voilà sur ça. Et puis évidemment sur les concurrences d'usage sur d'autres sources comme l'eau. Et donc c'est ce qu'on est en train de regarder en ce moment au Shift. Voilà, et donc ça passe, je vais vous parler de prospective, ça passe par la modélisation du coup de ce secteur qui sont les centres de données. Donc leur capacité, donc leur puissance, mais aussi leur... comment on peut dire ça, on appelle ça un facteur de charge, c'est à quel point est-ce qu'ils sont utilisés. Ce n'est pas parce qu'une capacité est installée que tout le centre de données est utilisé. Mais voilà, donc c'est un sujet, le numérique et l'IA en particulier, c'est un sujet sur lequel on travaille, et on sortira notre rapport en octobre de cette année, qui donc s'intéresse au centre de données, monde et aussi France. Peut-être très rapidement sur les besoins d'évolution de ces modélisations, pour reprendre la question. Enfin, moi, il y a 3 points. Premier point, je pense que ce qui a été dit sur le sujet des ressources associées. Tu as parlé de biomasse, je redonne le chiffre. La forêt française augmente chaque année en surface. En 10 ans, la croissance du bois a été divisée par 2 parce que les arbres poussent moins vite, il y a plus de mortalité, et ce phénomène-là, il continue. C'est vrai sur l'eau, réchauffement 3 degrés, on va perdre 50 milliards de mètres cubes d'eau utile en France. C'est plus que l'intégralité de ce qu'on prélève aujourd'hui. Tout ça, du coup, il faut continuer à l'intégrer beaucoup mieux. Donc, premier point. Deuxième point, c'est les sujets économiques. Beaucoup des scénarios, on va parler d'hydrogène rapidement, sont liés du coup sur de l'évolution d'usage de type d'énergie. En l'occurrence, l'hydrogène sert pour grande partie sur faire des carburants de synthèse. Aujourd'hui, je ne connais personne qui est prêt à acheter en grande quantité des carburants de synthèse au prix auquel on les produit. Et les perspectives de baisse de prix, elles ne sont pas énormes, honnêtement. Et donc, de ce fait, il faut qu'on continue de renforcer, je pense, les prospectives sur les questions aussi de pouvoir d'achat, d'acceptabilité et de bouclage économique, non seulement macro, mais aussi micro, pour regarder ce que ça donne. Et ça, je pense, c'est essentiel. Et puis, troisième point, tous ces grands scénarios, et je pense qu'on l'a dit, ils sont d'autant plus utiles qu'on arrive à se les approprier à une maille locale. Et donc, je passe toute cette transition de comment je fais le lien entre le macro et le micro, entre les grands scénarios et puis la planification locale. Ça, c'est aussi un axe absolument essentiel. Il y a pour cet après-midi, dans une des nombreuses salles de conférence, un atelier Le Bon Plan, qui est une façon aussi, sur la façon dont la planification écologique a été faite, de s'approprier les leviers. Je dis ça parce qu'il est possible de faire des bons plans locaux aussi, en s'appropriant les ordres de grandeur, les leviers. Et typiquement, ça, c'est vraiment très important pour pouvoir y arriver. Et puis, d'un mot, je termine, parce qu'on parlait de data center.
je fais le lien data center, émission de chaleur, récupération de chaleur. Du coup, il faut regarder non seulement ce qu'on y met comme énergie dedans, mais aussi ce qu'on peut en récupérer dans ces data centers. Gardez en tête que quasiment la moitié de l'énergie consommée, c'est sous forme de chaleur. On se concentre beaucoup sur l'électricité, on se concentre beaucoup sur les usages, et ça, c'est très important. Et donc derrière, mutualiser l'utilisation de la chaleur, je pense au réseau par exemple de chaleur, c'est aussi un axe très important, souvent un peu sous-estimé parce que plus compliqué, plus diffus, etc. Pas visible, mais méga structurant. Merci beaucoup. Une question qui a beaucoup inspiré nos intervenants. Pour les suivantes, si vous pouvez essayer d'un petit peu raccourcir de manière à ce qu'on ait le temps de poser le maximum de questions. Alors une question, alors Antoine, ça tombe bien, là, la voix est déjà bien chaude, parce que la question s'adresse directement à toi. Et je pense que tu pourrais d'autant plus facilement y répondre vu ta nouvelle situation. Quelle est la volonté politique d'appliquer la volonté politique actuelle de mettre en œuvre la SNBC, d'agir, et de manière plus générale aussi, on nous a posé une question sur quelles sont les décisions politiques qui ont déjà été prises à partir de la SNBC. Voilà, pour illustrer un petit peu l'importance de cette SNBC. Vaste question, je vais faire quoi? J'ai une liberté de parole, mais néanmoins, pas totale non plus, mais néanmoins, je vais quand même être plus clair. Non, je pense qu'il n'y a personne, il n'y a aucun politique, quand on leur pose la question de se dire est-ce que vous voulez aider à sauver le climat, etc., vont dire non. Donc, le sujet, c'est de se dire est-ce que les actes dans les autres politiques publiques qui sont prises au quotidien sont cohérents avec nos enjeux climatiques, etc. Et là, il y a à chaque fois des arbitrages qui ne sont pas simples, et il y a, je trouve, une maturité collective sur le sujet au niveau des décideurs politiques qui n'est pas très bonne. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a élaboré la SNBC sous Elisabeth Borne, en rassemblant tous les ministres et vraiment en approfondissant et avec un endossement politique qui était réel et sérieux. Je pense que la succession des gouvernements a plutôt dégradé ce point-là. Et ça se heurte aussi à un autre facteur qui est celui du financement, dont on n'a pas du tout parlé là. Mais donc, du coup, pour pouvoir faire tout ce qu'on s'est dit, il faut globalement passer de 120 milliards d'euros par an d'investissement public et privé à 60 de plus par an, donc plus 50% de l'investissement global. Et ça, l'investissement global, il n'est pas que public, il est aussi privé, mais il est aussi public. Et donc, du coup, il faut trouver les marges de manœuvre pour pouvoir le faire. Et donc là, quand on voit les décisions récentes, je pense à MaPrimeRénov', par exemple, pour ceux qui ont suivi d'arrêt du guichet, moi, je suis atterré. Voilà. Et je pense que c'est un très mauvais signal, et pour l'accompagnement des ménages, et aussi pour la continuité de l'action publique. À l'inverse, il y a des décisions qui ont été prises sur la base de la SNBC. Quand on regarde, par exemple, le sujet de conditionner le bonus automobile, donc l'aide à l'achat des véhicules électriques, à l'empreinte carbone. Ça, c'est une décision de politique publique qui a été prise au regard des enjeux de SNBC et qui a conduit à des résultats super intéressants. Je pense qu'il n'est pas très connu d'ailleurs, qui est que avant que ça rentre en vigueur, on avait 2/3 des véhicules électriques achetés qui étaient importés, notamment en Asie, depuis l'Asie. Et ça a totalement renversé la vapeur. Et avec cette mise en œuvre de cette mesure-là, prise sur le fondement de la SNBC, on a réduit fortement la part des véhicules asiatiques importés, ce qui n'est pas du coup une mauvaise chose. Alors après, c'est pas la fin de l'histoire, et il y a aussi des inconvénients, etc. Donc chaque décision, du coup, mais voilà, un exemple très concret. Autre exemple aussi sur les sujets de réindustrialisation, il y en a pas mal qui sont aussi tirés par l'analyse, je disais tout à l'heure, en empreinte carbone, et donc de ce fait qui justifie aussi qu'on accélère. Ça nécessiterait d'en parler beaucoup plus longtemps, mais voilà, de façon concise. Merci beaucoup. Alors, il y a eu pas mal de questions sur l'intermittence des énergies renouvelables et le réseau électrique, mais on ne va pas y répondre maintenant. Je vous invite à venir à la table ronde demain après-midi, où Jean-Philippe Bonnet sera aussi présent pour discuter de ce sujet. Il y a eu des questions sur les métaux critiques. Pareil, je vous invite à aller à la prochaine table ronde sur le rebouclage matière des scénarios. On en parlera à la suite. Une question a été posée aussi sur la robustesse des scénarios. À ceux qui veulent répondre, qu'est-ce qui est fait au sein de vos différents organismes pour évaluer la robustesse des scénarios? Je peux répondre pour le Shift. Alors jusqu'à présent, on n'a pas fait beaucoup d'analyse de robustesse, et c'est justement ce qu'on est en train de lancer actuellement et qui est en vue de l'actualisation de notre scénario. Donc, dans un projet qu'on appelle STROB, pour Stratégie de Transition Robuste, dans lequel on va lancer les chantiers dont je viens de vous parler, pour essayer de comprendre sur vraiment les nerfs
un peu les nerfs de la guerre, qui sont les grands sujets pour nos scénarios et pour la transition énergétique. On va se poser les questions que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, quelles sont les conditions? Quelles conditions on doit réunir pour que cet effet-là se fasse de manière quasi certaine, dans les bonnes conditions et surtout dans les bons ordres de grandeur? Peut-être un exemple qu'on donne d'habitude, c'est sur le train. Nous, au Shift, dans notre scénario, en 2050, il y a 3 fois plus de déplacements, de kilomètres parcourus en train. Et ben, les questions se posent sur combien de trains, combien de rames il faut en plus, combien de réseaux il faut en plus, combien de gares est-ce qu'il faut en plus. Voilà, donc c'est toutes ces questions, ponctuellement, sur une vingtaine de chantiers qu'on va se poser. Ça reste assez qualitatif, mais l'objectif est le même, c'est éclairer le débat autour de la transition énergétique sur ces sujets. Oui, c'est à Négawatt, on a décidé de publier simplement un seul scénario qui représente en fait, si vous voulez, un accord d'à peu près 20-25 personnes qui ont travaillé là-dessus. Cela étant, on fait des scénarios non publiés qui sont les scénarios justement de test, qui permettent de voir, à partir du moment où on a un bon modèle, qui permettent de voir qu'est-ce qui se passe si. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si, en matière de rénovation énergétique, on est sur un rythme, mettons, 2 fois moins, 3 fois moins, voilà. Et ça permet à ce moment-là de bien identifier vraiment les points clés, des points qui sont un peu plus accessibles, dont on pourrait imaginer qu'ils soient très importants, mais en réalité, sur le résultat final, le sont un peu moins. Parmi les points clés, on a évidemment la question de la rénovation énergétique, les questions qui sont liées à la chaleur. Un autre point clé, par exemple, qui est un petit peu étonnant, c'est le nombre de personnes par voiture. C'est complètement étonnant quand on regarde le paramètre derrière. Voilà. Et là, par exemple, il y aurait éventuellement, sur le plan politique, des choses beaucoup plus fortes peut-être à faire. Voilà. Oui, enfin, peut-être 2 mots pour dire que c'est quelque chose qu'on essaie de regarder. C'est assez vertigineux parce que c'est une chose que de raconter un scénario et le qu'est-ce qui se passe si, selon qu'on parle de questions économiques, techniques, géopolitiques, sociétales aussi, quel est le degré d'acceptabilité des scénarios qu'on fait en termes d'énergie renouvelable, de modification des usages. Donc oui, c'est des choses qu'on fait, mais à un moment, il faut bien s'auto-limiter parce que sinon, voilà, c'est sans fin. Et juste en 2 secondes, je pense que stress test, pour la revue stress test, c'est important. Et après, encore une fois, je pense que tous ces scénarios, il faut qu'on évalue très régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans, où on en est par rapport au scénario et qu'on se dote de mécanismes de réajustement. Et vu la complexité de tout ce qu'on brasse, tous les effets induits, je pense qu'on n'aura jamais le truc parfait qui analyse tous les chocs possibles. Par contre, il faut qu'on se dote d'outils d'alerte précoce et de réajustement le cas échéant. Je vous propose une dernière question pour conclure, pour Antoine. Comment en fait est construite la SNBC? Est-ce qu'elle prend en compte finalement les autres scénarios prospectifs dans sa construction? Donc, enfin, elle s'appuie, elle ne crée pas de nouveaux scénarios prospectifs. Donc, elle s'appuie sur tous les scénarios qui existent. Sur la SNBC, du coup, donc, elle est adossée à un modèle qui est capable de resimuler les choses, mais qui, du coup, s'appuie sur les mêmes typologies de paramètres et s'irrigue de tous les travaux qui ont été faits. Dans ce que je vous ai présenté là, on a pour l'instant des horizons de temps qui sont assez proches, et donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait relativement peu de divergences et qu'il n'y avait pas de place au doute, qu'il fallait agir. Après, pour l'instant, dans la SNBC post-2030, donc quels sont les éclairages plus lointains, il y a, je dirais, poliment des choses qui ont été mises sur la table de façon extrêmement ouverte pour ne pas encore trancher tous les sujets qui sont très compliqués et qui empêchent de totalement converger. Et donc, si on est honnête, on se dit, voilà, cette SNBC, elle pointe du doigt quels sont les sujets compliqués sur le post-2030, mais elle n'arbitre pas un scénario par rapport à un autre. Par contre, elle dit, est-ce que c'est encore possible d'y arriver ou pas et sous quelles conditions? Elle devrait être complétée régulièrement, mais c'est le propre de cet outil. Je vous ai dit, un réajustement régulier pour pouvoir, du coup, esquisser le futur. Très bien. Merci à tous.